Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de Told Dice, le talk show qui parle de l'actu du jeu. Maintenant, on va passer aux sorties. Voilà. Et donc du coup, dans les sorties, je suis allé au cœur du sujet, hein, parce que je suis allé au Festival international des jeux de Cannes. Je suis allé dans les recoins, etc. pour vous parler de petits jeux. Effectivement, je n'ai pas d'image pour ce jeu, mais on peut en parler tout de suite. Parce que Greg en parle. Oriflamme qui va avoir sa 3e boîte, la dernière. Qui n'est pas encore annoncé en date de sortie. Enfin, si, ça va sortir fin mars, avril. Du coup, vous allez avoir du coup un nouvel Oriflamme combinable avec les autres Oriflammes. Et ce sera le dernier de la saga, sûrement. Il y en aura peut-être d'autres, en tout cas peut-être d'autres milieux avec Oriflamme, mais pas de nouveaux jeux Oriflamme actuellement. Donc vous aurez une nouvelle boîte avec de nouvelles mécaniques. Je vous avoue, j'ai pas les retours des mécaniques, j'ai pas pu trop le voir. Il est dispo ? Attendez. Attendez 2 petites secondes, voyons voir. Ah. Et oui, Oriflamme Alliance est déjà disponible. Eh ben, incroyable. Eh ben, j'ai loupé l'info. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Tout à fait. Qui accède du coup, effectivement, plus de diplomatie. Il était en démonstration à Cannes, mais j'avais pas vu qu'il était en vente directement. C'est bien du coup la nouvelle boîte rouge du coup qui du coup est maintenant disponible. Les autres petites choses que j'ai vues, je vais vous en parler au fur et à mesure. On a vu, ça y est, l'édition française de Sylve. Qui du coup arrive dans vos boutiques ludiques en avril. Vous voyez un petit peu là le matériel, hein, ça vous donne une idée du travail, de l'illustration, de l'édition. On a vu un super Magic sans pool de mana. Ah oui, on en a parlé. Les retours de Sylve sont assez positifs. Dans ce côté jeu de dés, pose de dés, etc. Et en même temps, du coup, combinaison de cartes, combo. Il a l'air assez motivant et a l'air assez intéressant. Le matériel, comme vous voyez, est assez joli, vraiment bien travaillé. Un beau travail de catch-up. Et c'est assez chouette, du coup, sorti le 22 avril. En vrai, ça, j'ai assez hâte. C'est un peu un beau petit coup de cœur. Même si j'aime pas trop le travail 3D de la boîte, de l'illustration de la boîte. Je trouve que les cartes sont beaucoup plus belles en fait que la boîte. Mais est-ce qu'on sleeve si on s'appelle Sylvie? Je pense qu'on peut sleeve si on s'appelle Sylvie, même Sylvain. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons vu Fucking Dilemme. Pas encore de date sur Fucking Dilemme. Du coup, Fucking Dilemme, c'est un jeu du coup de Corentin Lebras et Théo Rivière, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas le nom de l'illustrateur, malheureusement en tête. Dans l'idée, Fucking Dilemme, c'était du coup Devil's Pact, avant, qui s'appelait en tant que prototype, qui au début était un jeu qui était normalement censé, enfin qui avait été signé chez du coup... c'est pas Bad Test Game, c'est... Ah zut, j'ai plus le nom comme ça. C'était l'auteur du coup de... Enfin c'était l'éditeur du coup du jeu avec les dés et les zizi. King Size. Je n'ai plus le nom de l'éditeur. J'ai un trou de mémoire. Je vais le retrouver. Pendant que vous voyez en boucle
C'était chez Corones Prod. Et donc du coup, vous allez avoir du coup maintenant ce petit jeu qui va arriver chez les Lumberjack. Il a changé de crèmerie. Et donc du coup vous allez avoir ce jeu qui arrivera du coup chez les Lumberjack. Fucking Dilemma, donc Fucking Dilemma dans le principe, hein, vous l'avez vu, vous avez en fait à chaque fois du coup des cartes qui vont vous proposer une situation, enfin un bonus on va dire, mais aussi un malus dans un petit peu le côté du jeu tu préfères, comme on peut l'avoir par exemple dans le sketch de Pierre Palmade. Du coup il va falloir essayer du coup de proposer des dilemmes intéressants pour les joueurs, mais aussi savoir si la personne qui subit le dilemme va l'accepter ou non et faire les petits paris. Donc dans le côté sympa, après il y a des choses qui ont peut-être évolué depuis que moi j'ai eu cette version-là, mais il n'y a pas une version de ce style de jeu déjà, un peu la blanc manger coco versus limite. Ah, il y avait peut-être eu tribunal un petit peu qui se rapprochait dans un sens, mais pas vraiment tribunal, c'était vraiment ce côté de qui parmi vous est le plus comme ça, etc. Aussi, alors clairement ça on en est très loin, c'était vraiment un prototype qui vient d'être signé, mais on verra sûrement dans nos étals, soit en 2022, soit début 2023, Trax, sachant qu'il avait déjà une application quand même bien développée. Trax qui est du coup un jeu qui arrivera du coup chez Kif Edition. Dans le principe de Trax, c'est quoi? C'est que vous allez avoir en fait une bande son qui va passer au début de la partie. Vous aurez aussi une petite carte au milieu des joueurs. Cette bande son, elle va durer 2 minutes, 10 minutes, ça va dépendre de la partie. Enfin, je dis 10 minutes, c'est une exagération, peut-être 5 minutes maximum. Une fois que du coup la bande son sera terminée, que vous l'auriez écouté une fois, il y a un timer qui va se lancer. En fonction de la difficulté, il sera plus ou moins long. Et du coup, vous allez devoir retrouver où est la personne sur la carte que vous avez en fonction du coup de la bande son qui vient de passer. Ah, vous pouvez revenir dans la bande son, réécouter certains passages, etc. Retrouver les petites informations grâce aussi à certaines cartes que vous aurez, des petites caméras qu'ils appellent ça du coup pour certaines informations complémentaires. À vous du coup d'essayer de retracer tout ça dans le temps imparti pour pouvoir retrouver où était la personne. Ça a l'air vraiment très marrant, très sympa, il y a une belle effervescence autour de la table quand je l'ai vu jouer. Vraiment très chouette. Déjà une application bien développée, etc. Les auteurs sont vraiment à fond, c'est très intéressant. Il y a plein de photos, vidéos et autres dans ce jeu. Ok, très bon. Il y a un scénario où le temps alloué est 1 minute 30 pour une piste de 24 secondes. C'est ça, ouais. Donc vous allez avoir cet équilibrage qui va varier. Et ça, c'est hyper intéressant. Aussi, petit jeu vu chez Don't Panic Games, ça suffit. Petit jeu rapide, très simple dans le principe, vous allez avoir du coup une personne qui va être le professeur, qui va faire un timer en fait, qui va jouer le rôle du timer, qui du coup va accuser un joueur. Ce joueur, grâce aux cartes qu'il a en main, il va pouvoir accuser un autre joueur, accuser les autres joueurs. Et du coup à chaque fois on va se passer la balle, c'est une sorte un petit peu de jeu de la bombe en fait, on va se passer la bombe chacun jusqu'à la fin du timer. Quand à la fin du timer ça explose, du coup c'est celui qui a la bombe qui a une pénalité, au bout d'une certaine pénalité du coup on a perdu et les autres ont gagné. On peut se refiler aussi des accusations mais sous certaines conditions, etc. Il faut du coup essayer de suivre un petit peu les cartes quand même qui sont jouées dans la rapidité. Voilà, petit jeu rapide, marrant, etc. À voir, mais ça peut être sympa. Autre jeu, et on en parlera peut-être un peu plus en détail un moment. Du coup, The Last Doge, qui arrivera aussi chez Don't Panic Games, qui sera en financement participatif sur Kickstarter. Alors actuellement, Don't Panic Games n'a fait aucun financement participatif, donc on va voir comment ça va se passer. The Last Doge, c'est un jeu qui est en développement depuis très longtemps chez DPG, qui en fait est un jeu d'exploration et de mémoire. Mémoire légère, c'est ça qui est important. Dans le principe, The Last Doge, en fait, vous allez avoir toutes ces cartes face cachée et un trésor au centre de toutes ces cartes. À votre tour, vous allez pouvoir regarder 2 cartes. Vous allez en révéler une et placer votre personnage sur l'autre carte cachée.
Les cartes que vous révélez, elles vont faire des petits effets qui vont vous permettre soit d'interagir avec les autres joueurs en fonction des lieux où ils sont placés, du coup les attaquer, ou sinon elles vont vous permettre d'avoir des récompenses, des nouvelles cartes actions dans votre main, regarder des cartes face cachée, ou sinon récupérer des reliques, des trésors qui vont vous rapporter en fait des points de victoire en fin de partie. Si vous arrivez aussi à deviner la carte qu'il y a sous le trésor, vous gagnez du coup 4 récompenses, ce qui fait beaucoup de points de victoire pour la fin de partie. La fin de partie, elle se termine soit quand tous les joueurs ont révélé toutes les cartes, soit quand un joueur a découvert le trésor. Vous avez un petit truc à la fin pour pouvoir signer la fin de partie. Et aussi, il va falloir faire attention parce qu'il y a le dernier doge du jeu qui va en fait vous attaquer régulièrement. Il va falloir faire attention à ses attaques, etc. Donc à la fois petit jeu de cartes, pas compliqué, mais avec ce petit côté, ce petit twist qui fait que c'est quand même pas un jeu familial, c'est un jeu familial plus, on va dire, ou initié, mais avec ses petits intérêts. J'ai été chef de projet sur le jeu, donc je pourrais vous en parler, comment ça s'est développé au départ, etc., comment ça s'est passé sur le développement du jeu. C'est intéressant, je pense, pour certaines choses, mais on en parlera, je pense, quand il y aura le Kickstarter ou quand il y aura un petit peu plus de développement d'informations sur le jeu. Voilà. Histoire que, on va dire, j'en parle pas plus que l'éditeur en a parlé, on va attendre un petit peu que ça sorte. Autre jeu vu du coup à Cannes, Les Gardiens de Havresac, qui arrivera du coup le 18 mars, donc très bientôt, chez Catch Up Games. Donc on a un peu plus d'informations du coup sur Les Gardiens de Havresac, ça fait plaisir. C'est du coup là un jeu plutôt de backbuilding qui du coup a très peu d'interaction. C'est peut-être le défaut que je dirais pour le moment. C'est que dans l'idée du coup des Gardiens de Havresac, hop, vous allez voir un petit peu le matériel ici, vous allez avoir chacun votre petit plateau. Sur ce plateau, il y aura des trésors, il y aura aussi des villages à placer et il y a ces petites meeples tout mignons, très jolis, ces petites créatures en fait qui vont apparaître sur votre plateau. Chaque fois, vous allez pouvoir piocher dans votre sac des personnages que vous allez pouvoir en fait placer sur votre plateau en fonction soit de votre campement de base, soit du coup en fonction d'autres personnages que vous avez placés ou sinon de nouveaux campements que vous aurez placés grâce à des effets de personnages. Vous déplacez votre personnage et ensuite vous allez du coup, hop, on va s'arrêter là, le placer du coup et faire son petit effet. Chaque personnage a des effets différents en fonction de certaines conditions. Et du coup, ensuite, une fois que vous avez activé votre personnage et que tout le monde l'a fait, on va résoudre les récompenses que vous avez. Si vous avez construit des villages, si vous avez tué des monstres, etc., etc., ça vous fait des points supplémentaires. Chaque point vous rapporte de l'or. Cet or vous permet d'avoir du coup des nouveaux personnages dans votre sac, retirer des personnages, etc., etc. Donc il y a vraiment ce côté backbuilding, ce côté essayer de se développer son petit plateau, faire attention à tout ça, et malgré tout, il y a ce truc il y a assez peu d'interactivité entre les joueurs en fait. On a tous un très grand plateau, et c'est un peu dommage qu'on se marche pas dessus, qu'on interagit peu en fait entre nous, mis à part se refiler quelques petites crasses, il n'y a pas grand chose à faire, ou se piquer certains pions, pas des trucs fifous. Donc un peu dommage de ce point de vue là. Mais intéressant en tout cas si on veut un bon jeu solo ou un bon jeu à deux, facile à sortir, facile à jouer. Qu'est-ce que nous avons vu d'autre? Nous avons vu Disc Cover. Alors ça franchement j'ai très hâte que ça sorte. C'est encore en work in progress sur plein de petites choses, donc ça sortira fin 2022 normalement. En tout cas actuellement annoncé fin 2022. Dans le principe de Discover, on va rejoindre à la fois... c'est un jeu coopératif qui va mélanger Dixit et musique. Dans le principe de Discover, en fait, vous allez choisir à chaque manche une musique. Ce ne m'attire pas perso, mais je le trouve tellement beau, il est très beau. Chaque joueur du coup va choisir une musique. On s'en fiche, ça peut être une musique de votre playlist personnelle, une musique au hasard, une musique sur un thème que vous voulez sur votre partie. Faites ce que vous voulez là-dessus. Une fois que la musique a été écoutée par tout le monde, vous allez révéler, au hasard évidemment, 4 illustrations que vous avez placées du coup sur les marqueurs 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait,
chaque joueur va voter pour du coup la couverture, du coup l'illustration qui pour lui correspond le mieux à la musique que les joueurs viennent d'entendre. Une fois que du coup tout le monde a voté, on va révéler notre vote et du coup ce sera la pochette qui aura eu le plus de votes qui vous fera gagner les points de victoire. Imaginons, nous étions 4 joueurs, 3 joueurs ont voté du coup pour une des couvertures, et du coup on gagne 3 points de victoire. Si c'était splitté en 2 et 2, on n'aurait gagné que 2 points de victoire. Si par contre tout le monde avait été d'accord, on aurait gagné 4 points de victoire. C'est vraiment très simple, vraiment très pur, on va dire, très straightforward dans sa mécanique plutôt. Vraiment, on va à l'essentiel, peut-être un peu trop à l'essentiel. C'est pour ça que peut-être certaines personnes, je le vois dans le chat, sont pas hyper convaincues sur la mécanique. Mais du coup, effectivement, il y a ce côté, on va discuter autour, on va avoir une ambiance, etc. On va parler musique, on va se conseiller de la musique. Ça peut être quand même très intéressant. C'est un jeu de Roberto Fraga et d'un autre auteur que malheureusement je n'arrive pas à me souvenir du nom, parce que c'est pas un auteur habituel qu'on a du jeu de société, c'est quelqu'un qui travaille chez Spotify. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça parle un petit peu musique. Autre jeu qui va normalement bientôt sortir chez Blue Orange, sachant que Disc Cover c'était aussi chez Blue Orange. Mecha Dream, un jeu beaucoup plus complexe que ce que fait Blue Orange à son habitude. Il y a parfois certains jeux comme ça qui arrivent chez Blue Orange. Du coup, un jeu de Thomas Dupont et Ottona Guilen, ou Guilan, je ne sais pas. Qui du coup là est un engine building, voilà. C'est dans le principe là du coup vraiment ce côté où en fait on va fabriquer des rêves pour des machines. Et vous allez avoir tout un système où du coup vous allez produire vos machines, créer des nouvelles machines qui vont du coup être dans un timing de fabrication, etc. Ça a l'air assez facile à prendre en main, mais en même temps, ça apporte beaucoup de réflexion, de prévision de tours, etc. Vous produisez plusieurs ressources. Ça va être un beau casse-tête. J'espère qu'ils vont réussir à rendre quand même la manière de jouer agréable. J'avais l'impression actuellement, du point de vue, après c'est encore du work in progress, que c'était assez laborieux pour faire beaucoup de choses. Mais très séquenté en tour. En fait, vous avez une phase où vous choisissez ce que vous fabriquez, une phase où vous produisez, une phase où vous avez vos activations, etc. etc. C'est un peu laborieux, mais ça avait l'air quand même très sympa. J'ai beaucoup aimé le design, même si c'est des designs temporaires. Vraiment, là, c'est des designs pour tester le proto. Mais j'aimais beaucoup ce côté très isométrique du jeu. Je trouvais ça assez agréable. Autre petit jeu qui va arriver, qui là est en anglais, qui s'appelle Dubious en anglais, qui sortira chez Gigamic. Dubious dans le principe c'est assez cool je trouve. Ça va être un jeu vraiment là d'ambiance avec des rôles cachés. En fait on va avoir un thème pour la partie. Qui va être un thème soit du coup contemporain, soit historique, soit médiéval, soit médiéval fantastique. Et vous allez avoir un pool pour la partie, du coup de rôles et d'intentions. Vous allez pouvoir poser 5 questions. Chaque joueur va devoir répondre à ces 5 questions pour pouvoir avoir des informations sur leur rôle et leurs intentions. Avec ces 5 questions, vous essayez de deviner le rôle et les intentions de chaque joueur. Si vous y arrivez, vous gagnez des points. Si vous y arrivez pas, on fait une nouvelle manche. Et du coup, il y a ce côté où en fait, on va essayer de deviner les rôles des autres, on va essayer de répondre aux questions des autres, tout en ayant ce côté, un peu pas révéler toutes les informations, etc. Je trouve que le matériel est assez chouette. En fait, vous avez chacun votre petit paravent avec toutes les informations. Ces petites fiches pour pouvoir du coup mettre les informations pour le type de partie que vous faites, et du coup chacun a sa petite feuille à cocher pour pouvoir du coup indiquer les petites informations qu'on a eues sur tel personnage, etc. En vrai très intéressant, je trouve qu'il a vraiment ce côté à la fois du coup on va dire je vais réussir à trouver le nom,
agent trouble, voilà. Sans être vraiment du agent trouble, hein, c'est quand même différent. Et ça me motive bien, celui-là. Autre petit jeu, la surprise du chef. Alors voilà, vraiment, jeu d'ambiance, complètement. Ça se rapproche un petit peu de Sandwich dans le style. La surprise du chef, c'est un jeu où on va parler de cuisine, c'est pour ça que ça se rapproche un peu de Sandwich, où vous allez avoir une personne qui va devoir proposer, enfin qui va demander un plat avec un thème imposé par ses petites cartes. Les autres joueurs, avec du coup le matériel qu'ils ont en main, les petits ingrédients qu'ils ont en main, ainsi que du coup les outils qu'on voit là, hein, des assiettes, des casseroles, des cuillères, du sel, du poivre, etc., vont devoir montrer comment ils font le plat pour la personne et pourquoi ils font ce plat là pour cette personne, en fonction évidemment de la petite contrainte. Ce sera du coup au joueur qui donne la contrainte de voter, de donner du coup la récompense au plat qui correspond pour lui le mieux aux critères, mais aussi de récompenser le plat qui l'a plus convaincu sur la présentation et l'explication. Il n'est pas obligé de correspondre vraiment on va dire, aux critères, mais si le plat semble juste meilleur et mieux préparé, du coup on récompense aussi celui-là. Il y a ce côté assez malin où en fait on va du coup essayer quand même de répondre aux critères avec nos cartes, et en même temps ce côté de se dire allez, je vais improviser, je vais raconter des trucs marrants, etc. Je te fais retourner la carte sur la poêle, etc. On mime et tout. Il y a ce côté un peu dinette qui est très et c'est un mot qui revient maintenant de plus en plus souvent, je trouve, dans le milieu du jeu, très régressif. On a envie d'avoir ces trucs très enfantins pour des adultes, qui a l'air de plaire beaucoup en ce moment. Autre petite chose qui va arriver là cette fois chez Ghost Dog, on n'a pas encore de date, on n'y est pas encore, il n'y a pas eu de boîte, etc. Mais c'était affiché. C'est Myriade qui est fait du coup par Benoît Turpin et Romaric Gallonnier, illustré par Gorobei. Myriade, ça va être un jeu plutôt pour enfants et familial, un petit peu casse-tête. Avec un concept où du coup vous allez avoir en fait des petites pyramides à devoir essayer de placer, enfin des petites pyramides, des petits triangles à devoir placer en fait pour pouvoir former votre île avec du coup certaines contraintes et du coup certains objectifs à atteindre. C'est pour ça qu'il y a ce côté casse-tête qui est normalement fait pour les enfants, mais si vous allez vraiment dans des difficultés très grandes, vous avez vraiment un jeu qui peut aller vraiment pour les adultes aussi. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Ça donne vraiment envie de voir ça. Un petit côté, on va dire, à la Lucky Number, ou à la Ricochet Robot dans un sens aussi. Donc assez intéressant, franchement, j'ai hâte de voir ça. Autre petite chose qu'on a vue, Villainous Marvel, la nouvelle extension qui va arriver. Du coup avec 3 nouveaux méchants, notamment du coup Loki. Les autres méchants sont un peu moins connus, c'est des personnages un peu moins connus de l'univers Marvel. Mais ils vont chacun apporter leur petite mécanique, etc. Si vous êtes déjà fan de Villainous Marvel, ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, du coup, ça sert à rien d'en parler plus. Voilà. Autre petit jeu du coup, on en parlait tout à l'heure, Oussama en a parlé, c'est du coup Dodo, qui va arriver chez Yellow en jeu pour enfants. Qui du coup est un jeu bien retors pour les enfants quand même. Dans le principe de Dodo, vous allez avoir ce petit dodo qui maintient du coup un œuf. C'est un œuf, c'est une petite balle qui est déséquilibrée en fait, elle a un poids dans un côté et pas des autres. Quand vous lancez la partie, vous déplacez le dodo, vous libérez la balle. La balle, elle va tomber tout doucement. À certains moments, elle va s'accélérer aussi à certains moments en fonction de sa balance et comment elle est placée. Et en fait, elle va descendre. Si à un moment donné, elle tombe d'une hauteur de la montagne, c'est perdu. Par contre, vous aurez, pendant le temps qu'elle est en train de rouler, la possibilité en fait de lancer le dé qui va vous demander d'aller chercher un certain type de ressources parmi des pions face cachée. À vous de révéler du coup un pion. Si c'est le bon pion, vous le prenez et vous le placez du coup sur l'une des tuiles. Si une tuile est complète, vous pouvez l'afficher comme ça dans l'élément, enfin le poser du coup sur ces petits pieds là, pour pouvoir du coup faire la suite du chemin pour l'œuf. Si au contraire vous vous trompez, du coup vous passez le dé au voisin, qui relance le dé, qui essaye de révéler, etc. etc. La partie se termine, soit quand l'œuf du coup tombe d'une des tuiles, et dans ce cas vous avez perdu, ou sinon qui arrive du coup dans le petit bateau, et dans ce cas vous avez gagné.
Vous avez des niveaux de difficulté qui s'augmentent, hein, même en tant qu'adulte. Des retours que j'ai eu, c'est pas simple même en tant qu'adulte à des niveaux difficiles. Donc c'est intéressant à jouer avec des enfants. Évidemment, les enfants seront toujours meilleurs que vous sur des jeux du coup de mémoire, mais quand même c'est très chouette. L'équilibrage de la balle est intéressante aussi, parce que du coup des fois elle va très lentement et puis d'un coup paf, elle pivote un petit peu et du coup elle se retrouve sur une phase où elle va beaucoup plus vite, etc. Il y a des moments de stress et de tension. C'est assez chouette. Autre jeu qu'on a vu, on n'a pas eu beaucoup d'infos, ça allait très vite chez Neoludis. Sympa que tu parles de trucs qu'on a entendu nulle part ailleurs, GG. Bah merci beaucoup, bah voilà, j'essaye de vous présenter des choses. Subterra 2 qui va arriver en France, ça y est. Donc on va reprendre la recette Subterra, hein, mais on va apporter des nouvelles choses, notamment du coup là un principe où du coup vous allez devoir chercher un trésor, puis vous échapper de l'endroit où vous êtes, mais attention, dès que vous récupérez le trésor, il y a la lave qui monte, et donc du coup des tuiles vont disparaître, il faut pas que vous tombiez dans la lave, etc. etc. Ça a l'air quand même de changer vraiment Subterra, tout en raccrochant les personnes qui aimaient déjà Subterra. Donc ça peut être un bon point de départ, comme aussi une belle découverte si vous avez déjà joué à Subterra quand même. Autre chose qu'on a vu, c'est la gamme du coup Bristol, Tortuga, Salem et Deadwood qui va arriver en France avec des prix pas trop chers. Ça sera genre une vingtaine de 25 € à peu près en boutique normalement d'après Lucky Duck, parce que du coup j'ai bien pu parler avec la personne qui s'occupe notamment des localisations chez Lucky Duck, enfin l'une des personnes qui s'occupe des localisations. Et du coup dans ce principe en fait c'est chacun des petits jeux différents qui ont tous ce petit format livre qui se range facilement du coup dans vos bibliothèques. Sachant que c'est 4 jeux complètement différents vraiment. Bristol, c'est on va dire une sorte un petit peu de jeu de puputerie, on va dire, un petit peu de jeu de pendant ta gueule, on va un petit peu s'emmerder, un petit peu s'embêter autour de la table, hein. L'idée c'est que vous allez avoir en fait une personne qui est atteinte de la peste autour de la table, et à force aussi d'autres joueurs vont sûrement choper la peste par des petits symptômes qu'on va récupérer. Et en fait nous sommes tous dans des petits chariots. À nous de choisir si on pousse quelqu'un du chariot ou si on fait monter quelqu'un dans notre chariot. Notre objectif c'est que en tant que personne non malade qui n'avons pas tous les symptômes du coup de la peste, nous échappions tous ensemble. À l'inverse, s'il y a une personne d'entre nous qui a la peste, on a perdu. Par contre, à l'inverse, si une personne qui a la peste arrive à s'échapper, elle a gagné. Donc il y a ce côté, essayer de deviner les symptômes des autres, et en même temps pas faire confiance, se pousser, ah non mais attends, fais-moi confiance, etc. Ce petit truc de discussion et de retournement de situation, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas Bristol ? Si, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a raconté, hein. C'est ce que la personne de Lucky Duck m'a raconté, hein. Si tu chopes la peste, ton but devient de faire en sorte que tout le monde crève. Ah, ça peut être une autre manière de gagner. En tout cas on m'a dit, si t'as la peste, il faut que tu t'échappes. Quand même. Donc voilà. Ou sinon, il faut que tout le monde crève. Bon bah, c'est sûrement ça, à voir. Tortuga, c'est un jeu là du coup de... On t'a dit de la merde, ah bah voilà. C'est quoi le nom de l'éditeur ? Alors, l'éditeur original, je ne pourrais pas dire là actuellement, mais ce sera édité chez Lucky Duck. Donc j'imagine que eux ont dit, du coup, vont l'indiquer sur leur site. Ou sinon, tu peux facilement déjà trouver, je pense, sur BGG. Si tu tapes Bristol 1350, tu vas pouvoir le trouver. Ensuite, du coup, Tortuga, ce sera un jeu de sorte un petit peu de bataille navale, bataille de bateau. Salem, un jeu du coup d'un rôle caché avec du coup des sorcières parmi nous, et Deadwood, un jeu du coup plutôt dans le côté des cow-boys où on va essayer de se tirer dessus et de se canarder, sachant qu'à chaque fois vous aurez dans chaque boîte du coup des cartes, des pions et aussi du coup un petit plateau en néoprène pour pouvoir poser vos petits pions dessus, etc. C'est assez agréable parce que ça prend pas beaucoup de place et en plus du coup ça a un côté un petit peu quali, assez agréable. Évidemment par contre c'est du plastique quand même. Aussi qui va arriver dans les boutiques, Radlands. Radlands arrive enfin en France dans de vos boutiques ludiques. Et ça sera très cool.
Du coup, si vous connaissez pas Radlands, il a déjà des très bons retours, etc. En FR, tout à fait, il sera localisé. Il sera traduit. Et donc, du coup, si vous voulez des informations sur Radlands, c'est pareil. Vous avez le Kickstarter de Radlands qui vous donne beaucoup d'informations. Le même matos que le KS, non, c'est une version standard, c'est une version retail. Vous aurez pas la version, on va dire, catchy, avec tout le matériel hyper classieux, etc. Le matériel classieux sera en tous les cas disponible en supplément sur le site de Lucky Duck. Il sera peut-être, c'est pas encore sûr, j'ai demandé, mais on m'a dit peut-être, on verra, disponible à la sortie en petite quantité dans les boutiques, mais c'est vraiment pas sûr. Oui, mais voilà, après il y a des meilleures éditions, etc. Aussi, qui va revenir. Alors j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Wizard. Euh, Wizard, c'est un vieux jeu qui est sorti en 2013, qui était encore disponible en 2013, si je dis pas de bêtises. C'est la dernière édition qui était chez Gigamic, qui va revenir du coup chez Gigamic. Ils avaient plus les droits pendant un moment, c'est pour ça qu'il a eu du mal à revenir. Du coup, Wizard, c'est vraiment ce côté petit jeu de cartes où en fait on va essayer en fait de jouer nos sorts, sauf qu'il y a un joueur qui va être le mage noir et qui peut devenir le mage noir et qui du coup peut semer un petit peu le chaos autour de la table. Rapidement, hein, je vous avoue, je ne l'ai pas vu complètement, j'ai eu une présentation rapide de Wizard. Je vous conseille de regarder en détail ce que c'est. Après, c'est un jeu édité en 2013 déjà, donc on va pas aller dans le détail, etc. Aussi, du coup, qui va arriver du coup chez Catch-Up Games, Cubosaur. Si vous avez aimé Cubirds, vous allez trouver des points communs d'illustration, bien évidemment, mais mécaniquement, ce sera pas pareil. Cubosaur va se rapprocher d'un jeu de draft. Où du coup vous allez en fait drafter des cartes. C'est un petit système de draft quand même. Du coup il va falloir du coup récupérer du coup ces petits dinosaures cubiques en fonction de combien de dinosaures vous allez récupérer. Vous allez scorer différents points de victoire. Des fois ce sera des points négatifs, des fois ce sera des points positifs. Il va falloir bien choisir, bien compter, bien faire attention au choix des autres. Vous avez aussi des petits modes supplémentaires avec le symbole génétique qui va vous apporter un mode, on va dire, expert, développé, où du coup, avec vos points génétiques, vous allez récupérer des nouvelles manières de scorer ou des nouveaux bonus durant la partie. Ça sonne moins bien que Cubirds. Effectivement, ça sonne un peu moins bien que Cubirds, même si je trouve que les designs sont quand même chouettes. Cubosaur, j'avoue que la photo que j'ai prise ne rend pas hommage, une sorte de mode initié, un petit peu. Mais vraiment, ça a l'air vraiment très chouette. Autre jeu qui va sortir cette fois chez Old Chap. Old Chap, c'est par exemple du coup Fiesta de los Muertos. Là, c'est un jeu à deux, complice, et franchement, ça m'a assez hypé dans la présentation. Dans le principe, complice, vous allez travailler à deux. Vous allez du coup travailler à deux du coup pour récupérer des trésors d'un braquage. Sauf que il y a des lasers qui du coup vont faire sonner l'alarme. Sauf que vous ne pouvez pas voir tous les lasers parce qu'il y a un joueur qui va avoir les lasers rouges et un autre joueur qui va avoir les lasers bleus. L'un des joueurs aura le stylo effaçable, va le poser sur le point de départ et va du coup essayer durant le temps du sablier de récupérer du coup le plus de trésors possible. Il sera guidé du coup par l'autre joueur qui voit du coup les autres lasers et qui va pouvoir lui dire alors attention, il y a un laser qui arrive vers toi, du coup faut que tu tournes un petit peu à gauche, un peu plus, oui voilà c'est bon tu l'as passé, ok machin, etc. Il faut se dépêcher, etc. Ça c'est la règle de base et vous allez en fait avoir plein de petites choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure des planches. Vous allez avoir du coup des machines à sous qui du coup vous permettent de récupérer plus ou moins de trésors en fonction. Vous allez avoir des coffres qui vont vous apporter beaucoup de trésors que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir avoir des petits effets spéciaux. Des jetpacks qui vont vous emmener sur certaines zones du plateau que vous n'auriez pas pu accéder autrement, etc. Donc il y a tout ce côté de coordination, travail ensemble, etc. Qui a l'air vraiment très chouette, en plus de ce côté de on n'a pas toutes les infos. Un peu cringe le Cara Design. Moi j'aime bien le Cara Design, je le trouve assez chouette. C'est un monsieur et une madame, c'est des voleurs. Le monsieur est bleu, la madame est rouge, après voilà. Mais bon, après...
T'as des persos, elle est incroyable. Mais je les aime bien, moi, je les trouve chouettes. Aussi qui va arriver, Marie et l'usine foudroyée chez Lifestyle Game ou Board Game, je ne sais plus. Lifestyle Game. Madame en rouge, c'est pas une moustache que je vois. Non, non, c'est une madame. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est une madame. C'est juste qu'elle est en mode... Que ça. Et... Que ça. Et... La photo rend pas toujours hommage. Hein. Et oui, elle est comme ça. Et... donc, on continue. Marie. Marie, c'est un petit jeu de casse-tête de programmation. Dans l'idée, en fait, à chaque fois, vous allez avoir en fait une situation de départ avec où est-ce que vous placez votre bonhomme. Pour moi, ça sera toujours une moustache maintenant. Et vous allez aussi avoir du coup certains modules de programmation. Avancer, tourner à gauche, avancer 2 fois, verrouiller, ouvrir, fermer, etc. etc. À vous, du coup, avec le niveau que vous prenez, d'atteindre du coup la sortie. C'est vraiment une initiation à la programmation, on va dire, en jeu de société. C'est un petit truc chouette pour les jeunes. En soi, c'est pas quelque chose qui va révolutionner, je pense, le jeu de société, mais quand même, c'est important de le noter. Aussi qui va arriver cette fois chez Blam Farm Club, on notera que sur la boîte, il n'y a pas l'indication des auteurs et des illustrateurs. C'est pas bien. Édité en France, enfin en tout cas imprimé en France. Dans le principe de Farm Club, vous allez en fait avoir une ferme qui est sans maître. Les animaux sont libres et vont faire la loi. Pour ça, en fait, vous allez avoir la possibilité de récupérer du coup des animaux et du coup les placer devant vous. Et aussi des petits objectifs que vous allez avoir qui vont vous demander d'avoir par exemple plus de cochons que votre voisin, plus de canards que toute la table, etc. etc. Aussi, il y aura des petits jetons que vous allez pouvoir placer sur la ferme qui vont du coup, votre ferme qui va pouvoir du coup impacter les autres joueurs. Il y a du coup ce petit côté du coup à essayer en fait de récupérer les objectifs qui vous intéressent, mais aussi de placer du coup les animaux qui vous intéressent chez vous et pas chez les autres, etc. Hyper simple, hein. Après je vous les résumé très rapidement, je vous avoue que j'ai plus les détails des règles en tête sur celui-ci, mais ça a l'air sympa, c'est assez accessible, etc. Le thème me parle pas plus que ça, la mécanique pas plus que ça. Voilà, c'est un petit peu comme on va dire dans un sens Locomomo, c'est why not? C'est intéressant. Est-ce que ça révolutionne le monde du jeu? Non. Est-ce que ça peut être sympathique et intéressant à jouer? Oui. Est-ce que moi j'y jouerai? Peut-être pas. Voilà. Autre petit jeu qui va sortir actuellement, c'est la boîte anglaise. Le nom va changer notamment. Du coup là actuellement c'est Three Wise Words. Du coup ce sera genre 3 mots chouettes ou un truc comme ça. Et dans le principe de ce jeu, vous allez en fait avoir un joueur qui va devoir faire deviner un mot à un autre joueur. Pour faire deviner son mot, il ne pourra en dire que 3. Sauf que les joueurs qui ne jouent pas, qui ne vont pas devoir deviner ou qui ne vont pas devoir faire deviner, au contraire vont choisir de leur côté un mot qui vont en fait du coup se dire ah, pour faire deviner ce mot-là, évidemment ils savent quel mot le joueur doit faire deviner à son comparse. Imaginons on doit faire deviner tapis, hein, du coup le joueur voit le mot tapis, il le montre aux autres joueurs qui vont du coup être les parasites, et ensuite il va le faire deviner avec 3 mots. Les parasites, eux en fait, vont pouvoir choisir un mot qui va du coup être un mot, ils vont se dire, je suis sûr il va choisir celui-là, et effectivement, si le joueur le dit, et bah du coup, eux vont aussi marquer des points. Il y a ce côté du coup un petit peu à la décrypto, dans un sens en beaucoup plus accessible. Éditeur, ouais, FMTO, ton truc c'est du revu. Les éditeurs, hey, Three Wise Words. Comme Trapword, peut-être comme Trapword, j'avoue, j'ai pas joué à Trapword, je connais pas trop. Et du coup, il y a ce côté hyper simple à jouer, on va dire, décrypto en beaucoup plus simplifié, en beaucoup plus accessible. Puisque du coup, je trouve ça sympa. Pas hyper vendeur, mais je trouve ça sympa. Ça, c'est un petit jeu que j'ai vu pour enfants. Alors clairement,
Il m'a parlé par le matériel plus que vraiment par, par la méca. Mais je le trouve très chouette. C'est la clé magique. Enfin, c'est clé magique, parce que c'est au pluriel, parce qu'il y a plusieurs clés. C'est un jeu de stop ou encore pour les enfants. Vous allez en fait avoir votre petit personnage, qui est commun à tous les joueurs, qui est ici. Vous allez avoir des dés, 3 dés, à lancer. Ces dés, à chaque fois, quand vous les lancez, ils vont avoir soit des symboles dodo, et dans ce cas, les dés, vous mettez de côté. C'est un jeu happy abab, ouais, tout à fait. Merveilleux le matos, ouais, clair. C'est pour ça, on va en parler en détail pour ça. Quand il y a un dé dodo, vous l'écartez, et ensuite, vous choisissez une valeur que vous avez, et vous allez déplacer le personnage d'autant que la valeur. Ça peut aller jusqu'à 4. Soit vous continuez à lancer, et dans ce cas, c'est pareil, vous relancez les dés, vous écartez les dés dodo. Vous relancez évidemment pas les dés dodo. Vous avancez toujours d'autant de cases. Ou sinon, vous pouvez vous arrêter. Si vous vous arrêtez et vous êtes à un endroit où il y a une clé, vous prenez la clé, vous la mettez dans le coffre et vous tournez. Ça s'ouvre pas, tant pis pour vous, et le personnage revient au début. Si au contraire, ça s'ouvre, vous récupérez des gemmes. En fonction de la clé que vous avez utilisée, vous allez récupérer plus ou moins de gemmes. Évidemment, plus les clés sont loin, plus elles vous rapportent de gemmes. Si par contre vous tombez que sur des symboles dodo, et du coup votre personnage s'arrête et c'est au tour de l'autre joueur de jouer, et du coup à l'endroit où vous êtes arrêté. Donc il faut faire attention à ça. Et voilà, les clés dorées rapportent beaucoup plus, etc. Mais en fait, il y a ce côté hyper catchy, c'est que matériellement c'est trop chouette. Vous avez un système d'aimant où en fait, quand vous tournez la clé, si c'est pas aimanté, et du coup le coffre ne s'ouvre pas, ou au contraire, des fois si vous tournez la clé et que c'est aimanté, le coffre il s'ouvre automatiquement en mode clac, comme ça. Et du coup vous avez les gemmes qui sortent, et ça c'est trop beau. Et ça c'est trop mignon, et ça marche trop bien, etc. Mais voilà, c'est vraiment le petit jeu pour enfants, etc. C'est vraiment chouette, mais voilà. C'est juste matériellement que c'est vraiment très chouette, sinon voilà, c'est un petit jeu pour enfants de stop ou encore. Effectivement, oui, avec les 3 symboles dodo sur les dés, le personnage s'endort, et du coup, il s'endort à l'endroit où il est, et il ne revient pas chez lui. Il fait une petite pause, il fait un petit break. Aussi qui va arriver bientôt là dans vos boutiques ludiques, Arcimboldo, petit jeu d'ambiance aussi. Dans le principe d'Arcimboldo, vous allez du coup faire, à la manière d'Arcimboldo, vous allez faire en fait une peinture à la Arcimboldo du coup, avec du coup des fruits et des légumes. Vous allez en fait à chaque fois avoir un thème qui va vous être imposé pour pouvoir du coup faire une peinture avec en fait ce principe de vous avez tous vos petits légumes qui sont aimantés. Et vous allez du coup pouvoir les aimanter du coup sur votre plateau, vous allez pouvoir les superposer, etc. pour pouvoir faire votre peinture et après la montrer aux autres joueurs. Les autres joueurs vont voter pour la peinture qu'ils préfèrent en fonction du thème imposé. Voilà, petit jeu d'ambiance marrant, détente. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa, surtout ce côté aimant et légumes qui est assez chouette parce que du coup ça c'est vraiment des belles contraintes de matériel et du coup c'est un peu catchy ce côté, du coup c'est aimanté, on peut montrer aux autres, etc. facilement, c'est assez chouette. Aussi, on a vu du coup Orichalcum, le prochain jeu de Bruno Catala et son co-auteur qui a fait notamment Biz, je n'arrive plus à le trouver le nom, qui arrive du coup chez Catch-Up Games. Catch-Up Games, ils sont dans les bons coups en ce moment. Orichalcum, du coup, ça va être un jeu de développement de territoire. En fait, vous allez chacun avoir votre petit plateau de territoire comme ça, et vous allez pouvoir récupérer des bâtiments ainsi que des cartes. À chaque fois que vous récupérez un bâtiment, soit s'il est tout au bout de la pile et du coup il est gratuit, ou sinon vous allez devoir payer un petit peu d'Orichalcum pour pouvoir acheter la carte. Ces bâtiments, ils vont vous rapporter soit des ressources de l'Orichalcum, ou sinon des personnages, des hoplites, ou sinon des bâtiments spéciaux, comme ça peut être le cas d'invention ou de titans. Vous allez avoir plusieurs possibilités d'action à votre tour, hein. Dépenser vos ressources pour pouvoir du coup avoir des points de victoire, des bâtiments, ou au contraire battre les titans pour pouvoir avoir d'autres récompenses. L'idée ça va être de développer votre territoire, développer vos ressources et vos générateurs de ressources pour pouvoir du coup gagner des points de victoire avec les ressources que vous avez. Donc vraiment ce côté toujours encore un peu initié, hein, on est moins dans l'expert, hein, mais d'avoir ce côté facile à appréhender et en même temps une belle profondeur de jeu. Chacun a son plateau, encore à l'interaction elle sera assez faible, hein, ce sera sur se piquer des cartes, etc. Plus que vraiment sur un côté de on va aller s'emmerder les uns les autres et aller faire chier les plateaux des autres.
Mais ça a l'air quand même très sympa et l'édition est très belle, hein, le matos est très beau. On continue avec Cité Royale. Cité Royale qui va arriver du coup chez Ori Games, qui est un jeu qui a gagné en fait le club, le centre ludique de Boulogne-Billancourt, donc anciennement le centre national du jeu. Cité Royale, c'est petit jeu de cartes. Vous allez en fait avoir la possibilité, soit en fait de poser des cartes du coup dans le royaume pour pouvoir récupérer de l'or, pour pouvoir acheter de nouvelles cartes, ou sinon du coup les poser dans votre royaume pour gagner des points de victoire en fin de partie. Il va du coup falloir essayer un petit peu de combiner les choses, sachant que les cartes ont aussi des petits effets, etc. Vos cartes vont en fait pouvoir vous faire du coup 3 choses en même temps. Il va falloir faire les bons choix au bon moment, voir qu'est-ce que vous donnez aux autres joueurs en possibilité si vous les posez dans le royaume, qu'est-ce que vous bloquez chez vous si du coup vous les posez du coup chez vous pour gagner des points de victoire, etc., etc. Peut être sympa, hyper accessible, etc. Très chouette. Le petit ovni, j'ai très hâte. Alice is Missing. Alice is Missing, c'est du jeu de rôle par messagerie. C'est du jeu de rôle que vous pouvez faire chacun chez vous, de chez vous. Il n'y a clairement pas de besoin particulier d'être dans la même pièce. Et ça peut être très chouette parce que ça peut être un jeu que vous pouvez faire sur la durée et c'est hyper cool. Dans le principe, Alice is Missing, vous allez en fait avoir du coup un jeu à la narration vraiment complètement. Du coup, vous allez en fait avoir Alice qui a disparu. Chaque joueur va avoir un rôle dans cette histoire. Ça, on va être le petit ami d'Alice, on va être un membre de sa famille, un étudiant qui était avec lui dans sa classe, etc., etc. Et en fait, on va discuter ensemble des informations qu'on a sur pourquoi Alice aurait disparu. Il y a quand même un rôle de maître du jeu, mais le maître du jeu, qui va gérer un petit peu les cartes et les informations, va quand même faire partie du jeu. Ça va être aussi un joueur. Il y a quand même ce côté où on va quand même participer dans le jeu. Donc c'est assez chouette et tout se passe du coup par messagerie. Vous pouvez le faire par l'oral, hein, c'est possible, mais le mieux, c'est de le faire sur une conversation WhatsApp, Telegram ou Messenger, pour du coup discuter ensemble tout en étant dans vraiment le jeu. Ce qui est assez chouette. Le truc en plus, c'est que du coup, si vous le faites que via messagerie, du coup, le maître du jeu va prendre en photo les cartes, etc., les envoyer aux autres joueurs. C'est pas très grave et ça rend le truc vraiment hyper cool. C'est un très chouette ovni et j'ai très hâte qu'il arrive. Ce sera compliqué de vous le montrer en live, malheureusement, mais franchement, j'ai assez hâte. Autre jeu qui va arriver, Mortum, enquête médiévale. Alors ça, on a eu une présentation très rapide, donc je vais essayer de vous traduire un petit peu ce que j'ai pu comprendre. Mortum, enquête médiévale, c'est un jeu d'enquête, du coup. Dans un univers vraiment médiéval, hein, dans ce cas, on va avoir notre petite carte, on va pouvoir explorer les lieux, à fonction de certains temps qui passent, il y aura des choses plus ou moins disponibles, etc. Et aussi, du coup, chaque joueur aura un personnage particulier avec certaines compétences qui lui sont propres, que les autres joueurs n'auront pas. Donc il va falloir essayer de trouver les bons timings pour aller aux bons endroits, au bon moment, pour mener son enquête, avoir les bons indices, etc. Vous avez dans l'enquête de base, enfin dans la boîte de base, 3 enquêtes, du coup 3 scénarios à faire, qui peuvent être tous très sympas. Mais on n'a pas de détails pour le moment trop sur qu'est-ce que ça va être. Aussi qui va arriver, mais on a eu très peu d'infos, hein, donc j'ai fait avec ce que j'ai pu trouver. Detective Stories Kaifeng 982, du coup un jeu d'enquête, là un petit peu aussi d'énigmes sur du coup la Chine médiévale, donc assez intéressant dans le principe. C'est assez novateur, ça va arriver en France, on n'a pas de date, pas d'infos supplémentaires, mais ça a l'air chouette. Power Failure, qui là va être un jeu d'engine building et de dextérité. En fait, dans l'idée Power Failure, vous allez devoir générer de l'énergie avec vos usines. Il faut faire attention parce que vos usines, elles vont générer de la pollution. La pollution, en fait, ça va être une petite tour de cubes que vous allez empiler. Et du coup, quand la tour de cubes tombe par un des joueurs, c'est une pénalité pour lui parce qu'il a généré trop de pollution. Donc, ce petit côté marrant d'empiler les cubes pour pouvoir du coup faire la pollution, c'est assez chouette. Et ce côté, du coup, gestion des ressources et de l'énergie, ça peut être très marrant aussi à faire.
C'est la fameuse théorie de l'effondrement. Il y a un petit peu de ça, ouais. Et il y a aussi, du coup, Crimes and Capers, High School Fantasy, je ne sais plus quoi, qui va arriver. Alors, j'ai des avis que j'ai vus, parce que ça existe déjà aux États-Unis. Ça va être vraiment un petit jeu d'enquête et d'énigmes, surtout, en fait, passer d'une énigme à une autre pour pouvoir ouvrir des enveloppes. Vraiment petit jeu sympa d'énigmes. Après, clairement, ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard. Ça n'a pas l'air d'innover le monde du jeu, etc. Donc, à voir. Ça va arriver chez Ori Games aussi. Donc, voilà. Mais pourquoi pas. On continue. Il y a eu pas mal de choses, hein, vous avez vu à Cannes, hein, donc ça enchaîne. Hein. Des petits jeux qui vont arriver chez Matago. J'ai pas eu trop d'infos. Je vous avoue, c'était un peu compliqué d'avoir des infos chez Matago. Level 10, qui a l'air d'être un petit jeu en mode petit casse-tête en coopération, style du coup pixel art, qui a pas l'air trop moche. Explorer of Woodlands, qui est très mignon, mais les retours avaient l'air très mitigés du jeu. Qui va du coup être un petit jeu d'exploration de forêt avec des petits dangers qui vont du coup se rapprocher de nous. D'autres jeux arriveront chez Matago, et notamment, et du coup on va en parler maintenant vu qu'on parle de Matago parce qu'on n'en parlera pas pour la suite, un jeu qui s'appelle du coup Mob Big Apple. On va en parler, pourquoi non pas pour vous dire de l'acheter, mais pour vous dire de faire attention. On va arriver sur un petit truc du coup un petit peu compliqué, on va dire, un petit peu salé. C'est comment dire, un jeu qui en fait est à l'origine édité par TGG Games. TGG Games, vous en avez peut-être pas entendu parler en tant que francophone, mais en fait il y a une grande histoire aux États-Unis sur TGG Games, parce qu'en fait ils ont fait un Kickstarter avec sur la couverture de leur jeu une grenouille qui fait un symbole de suprémaciste blanc. Clairement c'est un sujet qu'on a moins souvent aux États-Unis, enfin en France, et plus aux États-Unis. Oui, tout à fait, c'est eux. Donc du coup ils ont eu on va dire un backlash de la part de certaines personnes. Mais du coup, sur ce détail-là, mais aussi du coup, ça s'est développé sur le côté où en fait, en creusant un petit peu, on a eu en fait l'information sur le fait qu'en fait, c'était un petit peu assumé et que voilà, c'était pas juste, on va dire, une erreur comme ça. Ils ont été chassés de la Gen Con, ils ont dû quitter la Gen Con en mode, vous êtes en train de faire votre Gen Con, vous avez votre stand, vous dégagez. Et du coup, il y a déjà du coup des remarques. Du coup, c'est peut-être pas la boîte, non, c'était peut-être pas sur la boîte, c'était peut-être une illustration qu'il y avait dans le livret de règles ou des choses comme ça. En tout cas, c'était une illustration qui était quand même assez mise en avant, on va dire. Donc du coup, voilà, un peu compliqué. Je vous laisse regarder en détail l'histoire de TGG Games, mais dans tous les cas, ça sent un petit peu le racisme sur les bords, et c'est pas hyper cool. Et aussi, du coup, je trouve que c'est pas hyper chouette de la part de Matago d'éditer ce jeu-là, sachant qu'on connaît tous les problèmes de TGG. Et donc du coup, c'est pas hyper simple. Mais ça aurait été bien de l'aborder de manière peut-être un peu plus claire, plutôt que juste annoncer c'est disponible à Cannes, vous pouvez déjà l'acheter, etc. Donc voilà, ça aurait été un peu mieux de la part de Matago d'être un peu plus clair là-dessus. C'est quel jeu, Woodlands? Non, ce n'est pas Woodlands, c'est... je vais essayer de vous le retrouver. C'est Mob Big Apple. Tac. Hop là. Voilà. Mob Big Apple. C'est celui-là.
Voilà, et puis du coup, bah en fait, c'était en regardant les avis, j'avais pas fait gaffe moi au début, mais c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi j'ai pas fait attention alors que je suis renseigné sur ces sujets-là. Donc tout le monde ne fera pas attention. J'ai vu, oh tiens, il y a des avis négatifs, etc. Et du coup, le jeu peut être bien, mais TGG Games est l'un des plus mauvaises choses du monde du jeu de société. Blablabla. Et puis du coup, vous avez l'information sur du coup TGG et du coup toutes les histoires avec eux, etc., etc. Voilà. Comme ça, vous avez les informations. Je vous laisserai regarder ça. On continue sur les prochaines sorties. Faut noter le jeu, pas la politique. Ah oui, bah ça. Mais la politique est importante. Donner des jeux à des racistes, c'est cautionner le racisme. Faites bien attention. Qui va arriver? On a entendu parler. Qui va arriver du coup chez Blue Orange? Paquet de chips. Enfin, c'est pas vraiment chez Blue Orange. Enfin, c'est un peu particulier. Ça sera distribué par Tribuo, en tout cas, c'est sûr. Paquet de chips, du coup, Bag of Chips de chez, du coup, enfin, qui était du coup un jeu de Théo Rivière, qui du coup va enfin arriver en France, dans son petit format différent comme ça, vraiment le côté, on va dire, chips traditionnelle française. Ça fait un peu bizarre que ça soit devenu comme ça, c'était très funky, et du coup c'est devenu très franchouillard, je trouve, le design, mais du coup ça arrive enfin, paquet de chips, hein, qui du coup était Bag of Chips, qui a déjà des bons retours hein, sur le jeu, dans ce petit côté de pioche de chips, du coup de petits tokens. C'est vraiment sympa. Bah du coup voilà, le jeu de Oussama, enfin, qui est dans le chat, Oussama Khelifati, du coup, l'auteur de Pango Jump. Alors attention, hein, Oussama, je te préviens, ce sont des manchots, pas des pingouins, sur cette boîte. Faites attention. Du coup, c'est un petit jeu coopératif pour les enfants. C'est à partir de 4 ans. Dans l'idée en fait de Pango Jump, votre objectif sera en fait d'emmener vos petits pingouins jusqu'au début du coup de la banquise pour pouvoir du coup on va dire du coup les sauver un petit peu de la noyade. Tour de jeu, ça va être très simple. Vous allez piocher dans le petit sac un morceau de glace, le glisser comme ça par la petite fente du coup essayez après de déplacer l'un de vos pingouins sur l'un des morceaux de banquise qui est collé au morceau où ils sont. C'est pas des manchots, ils ont des bras. Et les manchots, ils ont quand même des bras. Hein. Ils savent pas trop s'en servir, ils sont comme ça quoi, mais ils ont des bras. Hein. Et donc du coup, vous allez en fait avoir aussi des petites banquises glissantes hein, qui vont vous emmener vers d'autres banquises très rapidement, ou au contraire des morceaux de banquise avec des morses. Et si vous arrivez sur un morse, vous mettez un petit jeton morse supplémentaire qui du coup va essayer de pousser du coup vos Non, mais c'était compliqué. Je vous l'ai fait comme ça, mais vous voyez pas trop parce que du coup c'est un peu coupé. Petite imitation du manchot. Et donc du coup, si vous avez un petit manchot qui tombe, il revient tout au début ici. Et du coup, par contre, la partie est terminée si vous avez emmené tous vos manchots sur le bord de la banquise et vous avez gagné. Sauf si du coup vous n'avez plus de bout de glace dans votre sac. Et dans ce cas, vous avez perdu. Voilà. Petit jeu sympa. Ce petit côté de pouce de punchboard qui est assez agréable, ça fait un peu penser, ça m'a fait un peu penser aux machines que vous avez du coup dans les fêtes foraines ou dans les foires au manège où du coup vous avez en fait ce truc où vous mettez une pièce dedans, la pièce tombe et après elle est poussée par ce système de pousse-pièces. Voilà tout à fait les pousse-pièces de la fête foraine. Il y a vraiment ce côté là qui est vraiment très agréable et très sympa. Parce qu'il va falloir, on peut essayer de prévoir quand même un petit peu, mais en même temps, on sait pas trop comment ça va se déplacer, on pousse doucement, on essaye de pousser un peu vite pour que ça passe, on essaye de le tourner un peu, c'est assez marrant. Donc très sympa pour les enfants. On continue avec Next Station London. J'ai eu un exemplaire gratuit
J'ai pas encore pu y jouer, mais j'ai des retours que j'ai eu de mon collègue qui a joué lui, par contre hier. C'est très chouette. C'est un jeu compétitif, Next Station London. Dans le principe, vous allez avoir, je vais y arriver, chacun du coup une petite du coup carte de Londres. Et vous allez en fait avoir du coup chacun à votre tour un crayon de couleurs différents. Les manches, elles vont se passer de la manière suivante. Vous allez à chaque fois révéler une carte qui va vous demander en fait de relier le point où vous avez commencé à une autre station de Londres en suivant des trajets en ligne droite pour rattacher du coup des nouvelles stations. Et Extraction, tout le monde en dit du plus grand bien. Ouais, tout à fait, clairement. À chaque fois, du coup, vous rattachez une station, et tout le monde a fait ça, on révèle une nouvelle carte, etc. Une fois qu'on est arrivé à la fin de la manche, ça arrive quand on révèle les 5 cartes ou les 6 cartes, en tout cas toutes les cartes de couleur rose ou violette qui sont dans la pioche, vous passez votre crayon de couleur à l'autre joueur. Et du coup, vous commencez avec un nouveau crayon de couleur. Du coup, une nouvelle voie, enfin une nouvelle rame de métro que vous allez commencer à un nouvel endroit et du coup, faire comme ça votre petit trajet. L'idée, c'est que vous allez devoir faire des objectifs. Soit traverser la Tamise, soit avoir des stations avec pas mal d'embranchements du coup de différentes voies, ou sinon avoir des zones du coup qui ont plusieurs stations connectées à une rame, etc. etc. Il va falloir essayer de vous organiser, etc. Voir pour vous débrouiller, pour pas trop vous coincer vous-même avec vos placements. C'est très intéressant, très malin, vraiment ce côté flip and write, mais on va essayer de bien se gérer, etc. C'est vraiment très intéressant. Avec ce côté du coup des plusieurs voies en fait qu'on fait. C'est vraiment très cool. Ensuite qui va arriver, alors c'est pas Bellum Magica, mais c'est Museum Suspect, qui m'a l'air très chouette. Museum Suspect, c'est un jeu du coup là plutôt de déduction et de pari. Dans l'idée en fait, vous allez avoir des petits jetons qui vont de 1 à 6, avec des répartitions différentes en fonction de votre tour à la table. Si vous êtes premier ou dernier à la table, vous n'aurez pas les mêmes répartitions de jetons. Et à votre tour, vous allez pouvoir dépenser un jeton pour avoir une information et ensuite miser un jeton sur un personnage que vous pensez qui a volé dans le musée. Ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on aura dépensé tous nos jetons, tous, on va du coup révéler les informations qu'on aura sur les côtés qui vont nous indiquer des informations. Par exemple, le voleur n'avait pas de chapeau, le voleur avait une moustache, etc. etc. Et ensuite, du coup, on se dit, du coup, c'est ce personnage-là. Si c'est et s'il y a quelqu'un qui a misé des pièces sur ce personnage-là, c'est lui qui gagne la manche. À l'inverse, s'il y a plusieurs personnes qui ont misé sur ce personnage-là, et du coup, c'est celui qui a misé le plus sur ce personnage-là qui gagne la manche. Si personne n'a misé sur ce personnage-là, tant pis pour eux. Et sinon, s'il y avait aucune piste, du coup aucun des personnages présents au centre de la table qui était responsable, ça veut dire que le voleur s'est enfui et il fallait miser sur la petite carte, le voleur s'est enfui. Petit côté taquin, on essaye de piéger les autres aussi en disant je suis sûr que c'est lui. Ouais, vu la carte là, t'inquiète, je suis sûr que c'est lui. En fait, vous avez misé un vieux 1 face cachée pour pouvoir faire un petit bait pour les autres. Ça a l'air très marrant dans ce côté bluff, etc. Ça peut bien marcher à deux. Après, ça à voir s'il y a des petites règles qui débrouillent bien le truc, mais ça peut être assez chouette. Qui va sortir aussi, et on est bientôt à la fin, je vous le promets. Toussi Moussi chez Yellow dans sa gamme mini, qui est un jeu de Elizabeth Hargrave. Vous la connaissez notamment par du coup Wingspan et Mariposas. Toussi Moussi, c'est vraiment ce petit jeu de tuiles / cartes avec des belles fleurs dessus. Dans le principe, vous allez en fait avoir la possibilité du coup de piocher 2 cartes. Vous allez en mettre une face cachée et une face visible, et vous allez du coup demander aux joueurs précédents, si je dis pas de bêtises, ou c'est un jeu de joueurs, c'est qu'un jeu de joueurs, je ne sais plus. En tout cas, proposer à un joueur, je prends laquelle.
le joueur du coup va vous laisser soit prendre la carte face cachée, soit prendre la carte face visible, et vous allez la placer devant vous. Vous aurez le droit qu'à 3 cartes face visible et 3 cartes face cachée. Une fois que tout le monde a ses 3 cartes face visible et ses 3 cartes face cachée, on fait les scorings. Chaque fleur a ses méthodes de scoring un peu particulières. Il y en aura qui vont scorer sur les petits cœurs qu'il y a dessus, sur les couleurs de fleurs, etc. etc. Là, du coup, il va falloir bien choisir, faire les bons choix et aussi savoir qu'est-ce que vous proposez aux autres, essayer de faire des petits pièges, etc. Ça a l'air vraiment sympa dans ce côté petit, un petit jeu de réflexion, facile à sortir, facile à jouer. Franchement, ça me donne envie d'y jouer. Autre petit jeu particulier, Infernal Wagon, qui va sortir aussi dans la gamme mini de chez Yellow. Qui du coup, là, Infernal Wagon, c'est vraiment un jeu de rapidité. Vous allez avoir en fait un timer de 7 minutes avec une petite musique faite par PV Nova. Qui du coup, en fait, vous allez avoir durant ces 7 minutes la possibilité de créer des rails de wagons. Sauf qu'il faut que ça soit avec des mêmes symboles connectés. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai sur le bout de mon wagon un symbole de bot, bah, du coup il faudrait poser une botte pour pouvoir continuer la rame. Si à un moment donné je pose une carte qui n'a pas le même symbole, et ben en fonction du symbole qu'il y a sur la carte que je pose, on va péter des rails précédentes. À la fin de la partie, tant qu'on est sur des rails, on a gagné. Si à un moment donné on n'a plus de rails, on a perdu. Sachant qu'il va y avoir évidemment quand même avec le temps des rails qui vont se péter automatiquement, etc. Il faudra faire attention. Petit jeu rapide, petit jeu marrant. Les petits jeux de rapidité comme ça, c'est un peu particulier, ça plaît pas à tout le monde. Et puis du coup, il y a ce côté un peu simpliste dans un sens, mais c'est quand même intéressant. Moi, en tout cas, ça me botte bien. J'aime bien ce type de jeu là. Aussi du coup, qui va arriver, Animaux de Baker Street, un jeu d'enquête made in Yellow. C'est pas de la traduction. Dans le principe du coup là de Animaux de Baker Street, vous allez en fait avoir des petits animaux, une petite araignée, une petite chouette, une petite grenouille, c'est ça, et un petit oiseau. Si je dis pas de bêtises, ou c'est une petite souris et un petit oiseau, je ne sais plus. Vous allez en fait devoir mener l'enquête à la place du chien de Sherlock Holmes. Vous allez en fait à chaque fois vous déplacer dans certains lieux. Sur le petit plateau et du coup interroger ou faire des actions sur les différents lieux en fonction du personnage que vous allez choisir pour faire l'action. Ça va vous apporter différentes choses, soit différentes récompenses, soit différentes suites d'histoires. Par exemple, si vous avez des personnages qui sont, on va dire, un peu plus, dans l'action, comme l'araignée, hein, qui est un peu plus bourrue, et bah du coup, elle va faire plus des actions pour les actions un petit peu plus dans le monde de costaud, etc., etc. Donc, il y a ce côté, il va falloir faire les bons choix pour pouvoir mener l'enquête et trouver les indices qu'il nous faut, etc. C'est un jeu très familial, hein, c'est du 10 ans et plus, avec 6 enquêtes dans la boîte, si je dis pas de bêtises. Très simple, très convivial, vraiment de ce côté de discuter, faire les bons choix ensemble et tout. Qui arrive aussi, Distant Suns. Distant Suns, du coup on a plus d'infos sur le jeu, ça y est. Distant Suns, c'est ce qu'ils appellent ce qu'appelle Yellow en tout cas, un Choose and Write. Qu'est-ce qu'un Choose and Write? Vous allez en fait avoir chacun à votre tour un petit élément comme ça qui va indiquer 2 zones côte à côte. Quand vous le placez, ça va vous indiquer en fait ce que vous allez faire sur votre grille de score et aussi ce que les autres joueurs vont faire sur leur grille de score. Donc vous allez en fait indiquer ce que les autres joueurs vont devoir réaliser. Ces actions en fait ce sera des choses à colorier sur le trajet du coup de votre vaisseau spatial. Il va falloir entourer des trésors ou récupérer des aliens ou faire du coup certains objectifs durant la partie pour gagner des points de victoire. Très simple, très efficace, ça a l'air encore une fois un petit peu dans ce côté un peu basique du coup je colorie le truc qu'on m'indique de colorier, je le mets à l'endroit que je veux, on va dire je place mon polyomino sur ma grille, à voir si va y avoir de la profondeur ou pas, mais actuellement j'ai pas vu plus de choses que ça. Il y en a un qui choisit pour tous les autres, c'est ça. Aussi il y a cette mécanique de blocage, c'est-à-dire que si moi je place par exemple sur les 2 encoches tout au bout en bas de la tuile, enfin en bas du plateau, et bah du coup pour le moment ce sera bloqué tant que du coup on n'a pas fini la manche.
Donc on va aussi essayer de bloquer des actions pour les autres joueurs pour pas qu'ils optimisent leur grille de score. Donc quand même, il y a des petites choses intéressantes, mais il y a peut-être ce côté un peu profondeur qui me manque un petit peu, je trouve personnellement. Aussi, là, du coup, c'est Happy Families, qui est un petit jeu, du coup, de cette famille, revisité par Yellow. C'est intéressant, je trouve, dans le concept. Happy Families, dans le principe, c'est à votre tour, soit vous allez piocher une carte, parmi, du coup, les cartes en bas de la pyramide. Évidemment, quand vous récupérez une carte, bah, du coup, vous libérez des autres cartes sûrement pour les autres joueurs après, donc il faut bien choisir. Ou sinon, vous pouvez demander à un joueur s'il a, par exemple, le 3 crocodile, donc le 3 dans la famille crocodile, par exemple. S'il l'a, il vous le donne. Sinon, bah, tant pis pour vous. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est du coup de placer, du coup, soit 3 cartes de la même famille, et il vous faudra, du coup, en fonction du nombre de joueurs, 2, 3 ou 4 famille du coup de 3 cartes, ou sinon directement une famille de 5 cartes. Si vous posez une famille de 5 cartes, vous avez gagné la partie. Voilà, hyper simple pour les enfants dès 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, mais en tout cas ça a l'air très marrant. Et au final, un bon revisite du jeu de cette famille, je trouve. Aussi, du coup, ça a l'air mignon aussi. C'est... je ne sais plus comment ça s'appelle. Color, mais genre c'est Poulpe Color ou je ne sais plus. Mais dans le principe, en fait, ça c'est vraiment pour les dès 4 ans, mais il y a des trucs, et c'est pour ça que c'est chouette, ça va jusqu'à plus loin. C'est en fait un petit jeu où vous allez faire un petit poulpe, enfin un tentacule de poulpe, pour gagner du coup et essayer du coup de placer du coup 5 cartes de couleurs qui se suivent pour pouvoir faire votre tentacule, pour gagner la partie. Vous allez aussi avoir des petits poissons qui vont faire des petits effets spéciaux quand vous les jouez. Et en fait, c'est un jeu d'initiation au draft. En gros, vous choisissez, vous avez 3 cartes en main, vous en choisissez une, vous donnez une à votre voisin, et vous en gardez une devant vous. Après, quand ce sera votre tour, vous récupérez une carte du coup du joueur précédent, vous repiochez une carte et vous avez votre main de 3 cartes, etc. etc. Donc, l'idée évidemment, quand vous êtes avec des plus jeunes, hein, ça commence dès 4 ans, vous n'avez pas ce mode de draft. Donc, ça permet du coup d'avoir un jeu qui va se grandir avec l'enfant. Je trouve ça chouette, avec une bonne initiation au draft, je pense. Enfin, chez Yellow, The Night Cage. The Night Cage, qui était un jeu qui était en Kickstarter, donc vous pourrez avoir plus d'infos sur le Kickstarter, sur la page du Kickstarter, mais dans l'idée, c'est un jeu coop. Dans l'idée où ça va se rapprocher d'un comment dire, un petit peu d'un Room 25 mais coopératif. Vous allez en fait avoir chaque joueur qui est à différents endroits du coup du plateau, et vous allez en fait vous déplacer et mettre des nouvelles tuiles. Par contre, attention, chaque fois que vous vous déplacez, bah, du coup les zones qui ne sont plus éclairées par votre petite bougie, bah, du coup vont disparaître. Du coup aussi, bah, vous allez avoir parfois votre chandelle qui va s'éteindre. Si elle s'éteint, bah, vous ne pourrez plus vous déplacer exactement comme vous voulez. Vous allez avoir des tuiles qui vont être des dangers qui vont apparaître, etc. etc. Votre objectif, ça va être de chaque joueur retrouver chacun une clé et d'ouvrir la porte de sortie pour pouvoir tous vous échapper. Le design est très dark, très sombre. Il y a un petit peu un côté Escape the Dark Castle qui est assez chouette. En un peu plus travaillé, je trouve que c'est quand même plus agréable à regarder quand même. Effectivement, le principe de chandelle est assez cool. Il y a quand même des petites inquiétudes que moi j'ai sur la rejouabilité du truc, mais le Kickstarter a l'air d'être bien pensé, les retours étaient quand même assez positifs, donc ça a l'air quand même très intéressant. Ensuite, Cathédrale Rouge, qui va arriver en France. On en a déjà entendu parler à Essen de Cathédrale Rouge, dans un côté du coup là de jeu compétitif expert, clairement, mais vraiment d'opportuniste, et on va se faire des belles crasses bien sales. Donc j'aime beaucoup ça, dans le principe où en fait vous allez chacun avoir votre petit plateau et vos petites ressources. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir réserver l'une des cartes ici de la cathédrale que vous allez construire. Ça vous permet du coup de vous les construire, vous engager à construire cette zone-là.
Et ensuite, vous allez pouvoir choisir un dé que vous allez déplacer du coup du nombre de la valeur indiquée par le dé. Par exemple, le dé bleu, ici, je vais pouvoir le déplacer du coup de 6 cases. Non, pardon, pas de 6 cases, de 6 segments. Les segments, du coup, c'est ces parties-là hein, qui sont entre les zones noires. Donc là, par exemple, ici, celui-ci, je le déplace d'un segment, je le déplace juste ici. Et je vais récupérer autant de ressources de la zone que du coup de dés qu'il y a déjà dans cette zone. Donc, si je déplace le dé rouge d'un segment, hop, je vais du coup gagner 2 gemmes vertes. Si, imaginons, je l'avais placé du coup dans une zone où il était tout seul, j'en aurais gagné qu'une des ressources, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu opportuniste. Aussi, du coup, à l'endroit où vous arrivez, vous relancez les dés et vous les reposez. Donc ça peut du coup essayer de coincer un petit peu les autres joueurs sur ça. Vos ressources, vous les placez aussi sur votre petit plateau, ici. Si vous n'avez plus de place, bah, vous allez devoir défausser des ressources. Tant pis pour vous, vous avez mal géré. Et aussi, vous avez le droit au petit effet du coup du quart du plateau où vous êtes, en fonction de la saison. Aussi, si un joueur réussit à finaliser un morceau du coup de la cathédrale qui est au-dessus du vôtre, où vous êtes engagé à le construire et que vous n'avez pas fini de le construire, vous avez une petite pénalité. Donc il va y avoir ce petit côté à essayer de faire attention, à bien construire avant les autres, ou au contraire construire plus rapidement pour que les autres aient des pénalités, construire certains secteurs plus difficiles que d'autres parce que ça vous rapportera plus de points de victoire, etc. etc. tout en essayant du coup d'empêcher les autres d'avoir les ressources qui les intéressent, de se coincer, etc. Ça a l'air vraiment très chouette. Franchement, ça me plaît beaucoup comme jeu expert. Pourtant, je suis très peu jeu expert, mais celui-là me plaît pas mal. Dodo, on l'a déjà vu. Tiwanaku, qui sort en Kickstarter le 9 mars. J'ai très peu d'infos sur Tiwanaku, parce que bah, du coup, il n'est pas encore en financement participatif, mais le design était vraiment très joli. Les gens avaient l'air de vraiment se plaire sur le jeu. Donc, je vous laisserai vous y intéresser. Du coup, le 9 mars, ça a l'air très cool. Et enfin qui va arriver chez Igihari. Alors clairement la photo rend pas hommage, ça a été pris en loose day rapidement comme ça. Chez Igihari du coup Not qui va arriver, qui est basé sur le jeu, l'application mobile Not que vous pouvez déjà jouer, qui du coup ce côté un petit peu jeu d'ambiance rapide, un petit peu contre-intuitif. Ça a l'air très marrant, un petit peu, on va dire, ça va se rapprocher de la gamme pour Igihari de Soviet Kitchen par exemple. Nout. Elles sont très bien ces émotes. Mais du coup il y a vraiment ce côté essayer de contre-intuitif, de bloquer les autres, d'avoir ce petit côté marrant comme ça a l'air très chouette. Voilà pour tous les jeux que j'ai vus à Cannes. Ça fait beaucoup de jeux. Mais c'était très plaisant. Vous voyez, il y a encore une belle arrivée de jeux. On n'a pas tout vu ce qui va arriver encore sur 2022, hein, donc il y aura encore beaucoup de jeux, vous en faites pas. On n'a pas fait tout 2022 là, clairement pas, mais ça va être très cool et j'ai très hâte. Voilà pour tout ça. Qualité incroyable. Les jeux en tout cas proposés ont l'air d'avoir une qualité incroyable sur tout ce qui est proposé. So many games, so few Kallax. Ouais, ça fait beaucoup de jeux. Il va falloir séparer effectivement les jeux qui vous intéressent plus vous que d'autres jeux, mais ça vous permet au moins. GG. Ah, c'est pour moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Maintenant tous les protos des off. Non.